Bonjour à toutes et à tous. On a souvent tendance à penser qu'un groupe de travail, c'est juste une série de réunions, n'est-ce pas? En réalité, c'est bien plus que ça. Chaque groupe a sa propre vie, un peu comme une personne, avec ses hauts, ses bas et des étapes de croissance bien précises. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble ce cycle de vie un peu caché. Et voilà l'idée centrale, la métaphore qui va nous guider. Un groupe, ce n'est pas un simple outil statique, non, c'est un véritable organisme vivant. Et comme n'importe quel organisme vivant, il naît, il grandit, il atteint une certaine maturité, et puis un jour, son histoire se termine. Et rien que de voir les choses sous cet angle, ça change complètement la perspective. Et ça, c'est vraiment un point fondamental. Parce que soyons honnêtes, dès que des tensions apparaissent, le premier réflexe, c'est de s'inquiéter. On se dit, oula, quelque chose ne va pas. Mais en fait, pas du tout. Ces moments de friction, non seulement ils sont normaux, mais ils sont même nécessaires. C'est le signe que le groupe est en pleine croissance, qu'il est en train de se solidifier. Alors, commençons par le tout début. Phase 1, la dépendance. On peut voir ça comme la naissance, la petite enfance du groupe. Et à ce stade, il n'y a qu'une seule chose qui compte vraiment. C'est le besoin de sécurité. Chaque membre, au fond, se demande « Est-ce que j'ai ma place ici? Est-ce que je suis en sécurité ?» Du coup, l'ambiance est très prudente. C'est poli, presque un peu scolaire. On ne va surtout pas aborder les sujets qui fâchent. Non, on préfère parler de cas techniques, de réussite, bref, de choses qui ne font pas de vagues. Et tous les regards y sont tournés vers qui? Vers l'animateur, bien sûr. C'est la figure centrale, un peu comme le professeur, celui qui rassure et qui donne le cadre. Et là, on a un point de repère hyper simple, mais vraiment très parlant. Il suffit d'observer comment la parole circule. Si les échanges dessinent une sorte d'étoile, avec l'animateur au centre qui reçoit et qui renvoie toutes les interventions, eh bien, il n'y a aucun doute, le groupe est encore dans sa toute première phase, sa phase de dépendance. Bien. Après l'enfance vient une phase souvent un peu redoutée, mais qui est absolument cruciale. C'est la phase de la turbulence. On pourrait dire que c'est l'adolescence du groupe. Et comme toute adolescence, ça peut être un peu chaotique. C'est vraiment le moment où le groupe teste ses propres limites. C'est là qu'on commence à entendre des petites phrases comme on tourne en rond ou franchement, ça sert à quoi? Mais il ne faut pas s'y tromper. Derrière cette opposition, il y a un besoin profond, un besoin d'authenticité. Pour que la confiance s'installe vraiment, le groupe doit se prouver à lui-même qu'il peut gérer un désaccord, survivre à un conflit. Et le rôle de l'animateur à ce moment-là, c'est de contenir tout ça, de faire en sorte que ça ne déborde pas, mais sans étouffer la discussion. Je le répète, mais c'est important, ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est une étape tout à fait normale, classique, dans la vie d'un groupe. On l'appelle souvent la phase de storming, la tempête. Et c'est en quelque sorte le passage obligé pour transformer une collection d'individus en un véritable collectif. Et heureusement, après la tempête, vient le beau temps. Une fois que ces turbulences sont dépassées, le groupe peut enfin entrer dans sa phase de maturité. Là, on parle des phases 3 et 4. C'est vraiment son âge d'or. C'est le moment où il atteint sa pleine puissance, sa capacité maximale d'analyse et de collaboration. À ce niveau-là, tout devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. La confiance est là, elle est bien installée. Et on remarque un changement clé, on ne cherche plus la solution miracle ou la recette toute faite. Non, on cherche à comprendre en profondeur ce qui est en train de se passer. L'animateur, lui, se met en retrait, il intervient de moins en moins, tout simplement parce que le groupe a appris à s'auto-réguler. C'est comme si les participants avaient internalisé l'animateur, comme s'ils avaient intégré ses réflexes. Et le signe qui ne trompe pas, le voilà. Le groupe devient capable de s'auto-réguler. Par exemple, si quelqu'un coupe la parole, ce n'est plus l'animateur qui va intervenir. Ce sera un autre participant qui le fera remarquer, gentiment. La responsabilité du cadre, elle est devenue collective. C'est comme si le groupe avait développé ses propres anticorps. Il sait se gérer lui-même, et avec bienveillance. Ça, c'est vraiment le signe d'une grande maturité. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie de ces différentes phases, passons à quelque chose de plus pratique. Imaginez un petit tableau de bord, quelques indicateurs simples pour évaluer l'évolution d'un groupe. La question à se poser est donc, où en est le groupe en ce moment? Ça peut être intéressant de penser à un groupe que l'on connaît bien, et en écoutant ce qui suit, d'essayer de voir où il se situe. C'est un exercice souvent très révélateur. Alors, premier indicateur, on en a déjà parlé, mais il est tellement parlant. C'est la forme que prend la conversation. Au début, on a souvent une parole en étoile. Tout le monde s'adresse à l'animateur. À maturité, c'est complètement différent. La parole devient circulaire.
Les gens se parlent directement les uns aux autres. La géométrie des échanges en dit vraiment long. Et voici quelques autres indicateurs pour ce tableau de bord. D'abord, le type de demande. Est-ce qu'on est dans le « donnez-moi une solution » ou plutôt dans le « aidez-moi à comprendre ce qui s'est joué ». Ensuite, le silence. Est-ce que le silence est un moment angoissant qu'il faut vite combler ou est-ce qu'il devient un temps riche, un temps de réflexion? Et enfin, l'identité du groupe. Est-ce qu'on entend une collection de je, ou est-ce qu'un véritable nous collectif a commencé à émerger? On ne peut pas parler de cycle de vie sans parler de la fin. C'est une étape qui est souvent un peu oubliée, voire négligée. Pourtant, elle est tout aussi importante que les autres. Un groupe a une fin, et il est crucial de bien préparer cette conclusion, cet au revoir. L'idée, c'est de ne surtout pas laisser un groupe s'éteindre petit à petit ou s'arrêter brutalement. Prévoir une fin, planifier une séance de clôture, c'est essentiel. Ça permet de faire le point, de mesurer tout le chemin parcouru, et puis de séparer de manière saine. Ça évite ce sentiment d'inachevé, et ça permet surtout de bien ancrer les apprentissages pour l'avenir. Et pour finir, on peut se poser une dernière question, cette fois plus personnelle. Au-delà du diagnostic du groupe dans son ensemble, quelle est la position que l'on occupe soi-même dans cette dynamique? Est-ce qu'on est plutôt un moteur, un frein, un simple observateur? C'est souvent en répondant à cette question qu'on peut passer de la simple compréhension à l'action.